Mais j'ai pas à parler fort de toute façon parce que tu as un micro, mais quand même pour la salle. Rentrez. Ben oui, il y aura des retardateurs de toute façon, il en manque pas. Et bonjour à tous, du coup je garde mon petit micro à la main parce que clairement je vais laisser la parole à Pascaline très rapidement. Donc bienvenue à tous dans cette journée ensoleillée, un peu chaude, donc j'ai mis la clim à 20 là pour qu'on essaye de respirer. Pour les nordistes qui sont connectés, effectivement ici il fait à peu près 45 degrés, non quand même pas. Donc je suis hyper honorée ce soir de vous présenter Pascaline Éloi qui est du coup québécoise, qui nous vient du coup d'un combien de kilomètres entre les deux? Oh là là, un bon nombre. C'est un bon 6 000, 8 000. Ouais, j'aurais pensé 7 combien? 8 000. 8 000. Pour venir vous faire cette conférence voilà, ce soir, de 30 minutes. En présentiel. Elle est venue juste pour ce soir, oui, elle repart pendant la nuit, là. Voilà. Je suis arrivée ce matin, je repars ce soir. Alors, on lui a dit qu'ici, on faisait des apéros de folie, tout ça. Elle s'est dit, allez, tiens, là, j'ai envie d'un peu de la chaleur parce que les moins 30 de Canada, c'est cool, mais ça a ses limites. Donc, je suis ravie d'accueillir Pascaline, du coup, dans cette première session en présentiel, du coup, à Aix-en-Provence, qui a lieu, du coup, depuis lundi sur l'analyse de l'activité du travail. Et, du coup, je suis ravie de vous présenter Pascaline aussi en mode conférencière ce soir sur le mal de dos. Donc, Pascaline, je vais te laisser te présenter. Et je te remercie, Amandine, vraiment. Cette collaboration-là, c'est extraordinaire depuis 3 ans avec Estia. Rapidement, vous savez que je suis ergothérapeute. Je suis également ergonome. Donc, un 2e cycle universitaire pour être ergonome au Québec. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et j'ai eu une pratique en réadaptation socio-professionnelle pendant une 20aine d'années. Un des éléments qui est intéressant pour Amandine et moi de collaborer, c'est qu'on s'est rendu compte à travers nos partages que on n'avait pas les mêmes positions, les ergothérapeutes, ici et au Québec, par rapport à la pratique pédiatrique, mais également la pratique en adulte notamment. On s'est rendu compte qu'au Québec, les ergothérapeutes avaient pu prendre beaucoup plus de place au niveau socio-professionnel du fait qu'on n'avait pas tant d'ergonomes, nous, à l'époque. Et c'est un peu le contraire qui se passe en ce moment. On a plus d'ergonomes qui se développent. Et moi, j'ai les 2 chapeaux. Depuis quelque temps, je fais surtout de l'ergonomie. Aujourd'hui, vraiment, en toute humilité, je viens vous présenter des concepts sur la lombalgie. Comment est-ce qu'on réfléchit un peu les fameux postes que vous appelez de bureautique, donc les postes administratifs, d'ergonomie de bureau. Comment on fait aussi pour jongler à travers tout ce qui nous est offert en ce moment et surtout depuis la pandémie pour adapter les postes. Donc, sans nécessairement entrer dans une grande complexité parce que comme ergothérapeute, vous êtes quand même des spécialistes. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont ergothérapeutes, d'autres qui sont des professionnels de soins, je crois. On est quand même là pour essayer de donner des solutions, des stratégies. Donc, on va aborder grosso modo 3 thèmes. Un peu le cercle vicieux de la lombalgie, vous rappelez certains concepts qui sont importants. Je pense que tout le monde ici est vraiment dans le domaine d'intervention. On n'a pas personne qui est grand public ou... Moi, je suis dans la prévention. Prévention, d'accord. Ergonome aussi, je crois, non? Non, j'ai pas le titre d'ergonome. D'accord. J'ai été formée en ergonomie. OK, parfait. Pas officiellement ergonome. OK, pas de problème. Donc, on va... en fait, c'est... bon, il n'y a pas de problème. Puis, au Québec aussi, on est un peu... On balise un peu ces éléments-là. Donc, la lombalgie, la position assise versus la position debout, parce qu'on a de plus en plus de gens qui se disent, je vais m'acheter du matériel, je vais travailler debout, et finalement, dynamiser le travail, qui est un peu le thème de la conférence, de dire, et si on repensait un peu plus nos postes de travail autrement aujourd'hui, pour essayer de battre un peu la sédentarité dans laquelle on est peut-être un petit peu plus qu'avant. Je commence par vous dire des grands constats que j'aime bien faire. D'abord, vous voyez le petit bonhomme ici avec son ordinateur. On force de constater que les ordinateurs, les DS, les consoles, les jeux vidéo, les cellulaires intelligents, les iPads, les tablettes de ce monde prennent beaucoup d'espace, autant au niveau scolaire qu'à la maison. On est tous un peu pris dans un beat, un peu dans un rythme où est-ce qu'on a nos téléphones, c'est un peu notre outil, notre agenda, notre mémoire, etc. Et même nos adolescents qui doivent de plus en plus, en tout cas au Québec, avoir leur propre ordinateur portable. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui nous font montrer qu'on est de plus en plus vers une position penchée aussi. Et on voit quand même des changements, je dirais pas morphologiques, là, mais on voit dans les diagnostics des changements des fois vers des gens qui ont des problématiques de posture, une inversion légère de la courbure au niveau de la colonne cervicale. Donc, il y a quand même des éléments qui sont inquiétants. De plus en plus de technologie. L'évolution du travail, on a un travail technologique avec de plus en plus d'outils technologiques. Un écran, c'est de l'histoire ancienne. C'est 2 écrans maintenant, 3, 4. Les gens vont avoir de plus en plus de matériel.
et beaucoup de télétravail quand même depuis la pandémie qui a amené les gens à se questionner sur qu'est-ce que je fais de bien à la maison, etc. Donc, il y a un aspect, je trouve, comme ergothérapeute, ce qui m'a aidé, ça a été l'aspect un peu morphologique, mes connaissances sur la morphologie, sur la posture, d'être capable de bien évaluer avant de vouloir appliquer des principes d'ergonomie, d'évaluer l'influence du vieillissement, donc selon la personne avec qui je suis là, de la pathologie, mais également l'influence de l'activité. Parce que j'avais assisté à une conférence où j'avais donné une conférence dans un colloque de médecins. Le médecin avant moi avait beaucoup parlé de la colonne cervicale et ça fait déjà plusieurs années. Et il disait, on commence à voir ce qu'on voyait pas avant, c'est-à-dire des inversions sur radiologie de la colonne cervicale. Et comme la colonne cervicale n'est pas du tout conçue pour ne pas être en lordose ou être droite, c'était problématique. Donc, influence de l'activité partout. Le cercle vicieux de la lombalgie. Lombalgie, douleur dans le bas du dos. Ça peut être de causes multiples. On ne sait pas vraiment. Des fois, on nous dit lombalgie. On n'a pas nécessairement d'explication, mais on doit quand même vivre avec cette douleur dans le bas du dos. Et on sait très bien qu'il y a un cercle vicieux souvent qui s'installe. J'ai mal dans le dos, je suis un peu inquiet. La douleur veut dire pour moi signal d'alarme. Je ralentis mes activités. Qui dit ralentir les activités dit sédentarité. On va perdre un petit peu, on va se déconditionner. On va déconditionner nos muscles posturaux. Finalement, il y a un peu un cercle qui s'installe de cette façon-là. Et c'est une des conditions de la lombalgie qui a une forte importance au niveau de la chronicisation. La prévalence est de 70% au niveau de la lombalgie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vivre des épisodes de lombalgie. Okay? Comme personne qui travaille à l'ordinateur ou comme intervenant peut-être qui intervient en fait auprès de gens. Un des éléments, puis dans la stage qu'on donne cette semaine de 5 jours, qui est vraiment sur l'évaluation de poste en lien avec différents éléments, j'ai parlé aujourd'hui de l'entorse lombaire, puis il me disait que c'était pas vraiment un diagnostic en France que vous voyez souvent. Nous, au Québec, on a quand même beaucoup de gens qui ont un diagnostic d'entorse lombaire, qui habituellement, une entorse lombaire, c'est une atteinte au niveau des ligaments, principalement le ligament que vous voyez là au niveau ilio-lombaire, qui va stabiliser la colonne et le bassin. Mais ça prend une radiologie en principe, pour une IRM en fait, une imagerie pour pouvoir vraiment diagnostiquer une entorse. Et on va pas traiter nécessairement les entorses de la même façon. Si c'est une entorse puis que les ligaments sont atteints, il y a une instabilité au niveau de la colonne et puis ça peut participer à une lombalgie, à la douleur au dos. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent amener des problématiques de lombalgie, de douleur. Puis on sait très bien que la lombalgie peut tranquillement, ou en fait les causes de la lombalgie peuvent tranquillement irradier vers les grands fessiers en sciatique et on veut essayer de comprendre, est-ce que je suis mieux en position debout ou en position assis? À l'époque, quand on avait une lombalgie ou une entorse lombaire, puis je parle dans les années 80, la recommandation était souvent « reposez-vous ». Ne bougez pas trop pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on a une atteinte au dos, une douleur, une inflammation, il faut rester actif. Okay? Maintenant, il y a plusieurs éléments qui peuvent arriver dans les mouvements de la colonne qui vont irriter, en fait, ces structures-là, que ça soit les ligaments, que ça soit les tissus mous, que ça soit une inflammation musculaire. On a plusieurs mouvements qui vont aller irriter ou qui vont aller pincer la musculature, qui vont créer de la pression dans le bas du dos. Quand on est en travail assis devant l'ordinateur, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous amener en lombalgie, que ça soit d'origine musculaire, que ça soit d'origine ligamentaire, peu importe. Entre autres, on a le fait qu'on est assis très longtemps. Puis la sédentarité, la technologie nous amène à rester assis encore plus longtemps. Le fait de pouvoir faire des visioconférences au lieu de se rendre à un lieu de réunion va faire qu'on va prolonger la posture statique. On a aussi des postures qui sont non optimales, en lien avec souvent les équipements, avec la chaise, avec aussi les connaissances des gens. Et ça, c'est un élément dans ma pratique qui est très important. Il faut éduquer les gens sur les facteurs de risque, parce que quand on fait un travail de bureau, à l'ordinateur ou à l'écrit, il faut qu'on soit capable, à chaque fois qu'on change de tâche, d'avoir nos stratégies pour essayer de limiter certains facteurs de risque. Et on a finalement des mauvais ajustements de notre équipement qui vont nous amener à faire des mauvaises postures. Donc, tout ça amène une tension excessive au niveau des muscles posturaux et ça entraîne de la douleur et ça entraîne parfois des blessures comme la fameuse entorse ou des lombalgies d'origine plus mécanique ou musculaire.
Je veux vous parler des multifides. On parle beaucoup de sangle abdominale, de muscles posturaux, mais dans les études, on a démontré que les lombalgiques chroniques, donc les gens qui ont des lombalgies à répétition, ou qui ont eu un épisode de lombalgie qui a duré, ça peut durer, bon, dans 16% des cas, ça dure une semaine. Dans un certain nombre, ça va durer un mois. Ces gens-là, on se rend compte que les multifides, qui sont des tout petits muscles qui vont permettre l'extension notamment de la colonne, sont relativement déconditionnés et sont beaucoup moins volumineux que chez les autres personnes. Et c'est la même chose qu'on soit un sportif ou qu'on soit une personne qui est peu active. Donc, cette structure-là, profonde, elle se déconditionne après un épisode d'inflammation ou de lombalgie qui fait qu'on va arrêter on va avoir une raideur qui va arrêter de bouger. C'est très important dans un contexte de réadaptation, mais aussi pour se sortir du cercle vicieux de réadapter ça. Comment? Tout ce qui est outil de renforcement postural, donc la méthode Pilates, la méthode yoga, tout ce qui va être le core training, le core étant la sangle abdominale. Donc, ce sont toutes des disciplines qui vont permettre d'aller travailler en profondeur la musculature. Ce qui est recommandé, c'est aussi de faire évaluer l'état de nos muscles quand on a fait une lombalgie, même si on est très en forme après, d'aller chez un kiné ou chez nous, c'est les physiothérapeutes, aller évaluer en fait la contractibilité de ces muscles-là. Et de l'ajouter dans vos plans d'intervention ou dans vos préventions respectives, d'amener les gens à cultiver la musculature profonde et posturale. Donc, pour éviter de chroniciser continuellement, il faut se tourner vers des outils de réadaptation. Je vous montre ici le ballon de Klein. Il y a beaucoup d'exercices sur les ballons suisses comme ça qui sont intéressants aussi pour la posture et qui sont faciles, qui vont travailler aussi la souplesse. Maintenant, position assis statique ou position debout statique. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le pire? Les deux sont les mieux en alternance, c'est ça? Qu'est-ce qui est le pire entre les deux? Soit trop l'un, soit trop l'autre. Assis statique. Donc, on va démystifier quelques concepts pour nous aider à prendre des décisions quand on a un travail de bureau ou qu'on se rend compte qu'on est très longtemps assis. D'abord, ce qui est en jeu par rapport à la posture assise versus la posture debout, c'est la force de compression dans notre colonne vertébrale, notamment dans le bas du dos. Donc, quand je suis debout, évidemment, je suis droit, j'ai de la compression, j'ai donc de la gravité sur mes vertèbres, sur mes coussins, sur mes disques intervertébraux qui vont amener une force de compression. Et pour éviter que cette force-là écrase trop, on a quand même un tonus musculaire qui nous permet de faire une forme de traction et c'est le rôle des muscles posturaux. Si je suis toujours dans une mauvaise posture où je perds toujours mes courbures naturelles, je vais aller pincer en fait le disque intervertébral et je vais tranquillement blesser mes structures, tranquillement amener des problématiques de douleur. Et la fameuse sciatique, pourquoi est-ce que c'est la sciatalgie est plus répandue qu'une autre compression au niveau du dos? C'est que en position assis et debout, mais surtout en position assis, on a plus de difficultés à maintenir notre courbure lombaire à son neutre. Ok? Assis, on a la participation des hanches qui va venir enrouler un petit peu plus le bassin. Et quand on est en position debout, on va avoir tendance à s'asseoir un petit peu dans nos articulations pour aller trouver un certain repos musculaire, aller s'appuyer dans nos articulations. Et la courbure lombaire, de cette façon-là, est moins bien préservée. Si on regarde les pressions interdiscales en comparaison, vous voyez que si je suis debout, puis que je suis, dans le fond, ma balise debout est à 100%, je peux voir qu'en position assise, j'ai plus ou moins un 40% de plus de pression interdiscale. Donc, quand on a une personne qui souffre de lombalgie ou de problèmes de dos, puis qu'on lui dit « arrêtez de travailler à l'usine ou à l'atelier, puis plutôt faites un travail assis », est-ce qu'on lui rend vraiment service? Pas toujours. Okay? Puis, on lui dit « écoutez, on va faire quelque chose de plus sédentaire, on a l'impression que ça va être mieux, que ça va être plus tranquille, mais il y a plus de pression quand on est assis et il y a encore plus de pression si on est mal assis, ok, et mal soutenu au niveau de la posture. Même chose si on reprend seulement la posture assise, vous pouvez voir que plus je suis mal assis ou penché vers l'avant, j'ai une pression interdiscale qui est plus élevée. Pourquoi?
Parce que quand mon corps, que ce soit en position debout ou assis, est penché vers l'avant, c'est le poids de mon propre tronc, qui est de 55% du poids de mon corps, qui fait de la pression sur le bas de mon dos. Donc, c'est important de comprendre cette différence-là, puis de quelle façon ça influence la pression dans le bas du dos. Donc, en position assise, c'est des positions qu'on va voir, hein, position assise avec une bonne posture puis un appui, une position sans appui. Après ça, on a une position beaucoup plus penchée un petit peu qui va aller reproduire, hein, quand on travaille sur un ordinateur portable, on va avoir tendance à s'avancer vers l'ordinateur. Puis à la fin, on peut très bien imaginer que la dame est en train de fouiller ou de classer des documents dans un classeur. C'est le genre de posture qu'on va voir. En position debout, un peu le même phénomène, hein? Il y a une mise en charge qui va parfois être inégale parce qu'on est fatigué, on veut s'appuyer dans l'articulation et on vient incliner ou en tout cas déséquilibrer au niveau sagittal et les courbures. Et on finit par soit pencher un petit peu à cause de la gravité, on est en train de résister à la gravité, ou on va s'installer en hyperlordose pour s'appuyer. Donc on a un phénomène aussi où, à la longue, ça va être difficile. La fatigue musculaire nous amène là. La position statique est un facteur de risque. Donc, si je reste longtemps dans une posture, qu'elle soit assise ou qu'elle soit debout, musculairement, je vais devenir fatiguée et mes muscles ne pourront plus autant participer à la stabilité de ma colonne, de mes courbures et de mes articulations. Donc, le changement de posture, comme Michael tantôt disait, c'est un peu les deux. Le changement de posture va permettre justement de donner une petite pause à certains muscles pour être capable d'être plus résistant. Si on regarde les avantages et les désavantages, hein, la posture assise a moins de dépenses énergétiques. Il y a une moins grande diminution il y a une moins grande fatigue au niveau des jambes et on a un meilleur confort et on a une productivité plus accrue. Donc, quand j'ai une tâche qui va me demander beaucoup d'énergie cognitive, c'est sûr que mon premier réflexe, ça va être de me poser, de m'asseoir pour le faire. L'inconvénient, c'est qu'on est plus fixe, hein, moins grande mobilité. Les hanches sont coincées dans le fauteuil, ce qui va nous faire des mouvements un peu plus contraignants de torsion pour atteindre les objets autour de moi. Il y a une pression plus grande au niveau des disques, on l'a vu tout à l'heure. On a des zones d'atteinte qui sont moins grandes. On a un travail musculaire aux hanches qui est plus grand. Donc, on a quand même des éléments d'inconvénients. Au niveau de la posture debout, bien évidemment, c'est plus facile de garder la posture naturelle. Surtout si on peut alterner un pied, on va voir des gens qui vont aussi utiliser cette technique-là pour pouvoir alterner. Ça va nous permettre d'être un petit peu plus longtemps, mais en même temps, il y a une plus grande dépense énergétique. Presque 20% de plus d'énergie en position debout. Okay? On a une augmentation de la fréquence cardiaque, on a une stase veineuse aussi qui va s'installer dans les jambes habituellement autour de 15-20 minutes après un maintien de posture. On a déjà au niveau de la circulation des effets. Donc, dans les faits, la posture statique debout est plus dommageable que la posture statique assis. OK? Les principes de base en ergonomie vont nous amener à choisir une posture en fonction de la tâche. Et là, c'est important, quand on a une tâche de concentration élevée, on est mieux assis. Puis la majorité du travail à l'ordinateur nous demande une certaine charge cognitive, donc c'est logique qu'on ait plus envie de s'asseoir. Si on a besoin d'exigences visuelles, ou qu'on n'a pas beaucoup de, tu sais, on a une diversité de tâches, ça peut convenir d'être assis. Si on veut avoir une posture debout ou avec une assise élevée, avec une chaise de type bistrot qu'on appelle, on voit ça beaucoup dans les laboratoires, ben c'est sûr que pour le service client, si j'ai des déplacements fréquents à faire entre ma posture assis et debout, ça peut être plus intéressant d'avoir un poste qui va être élevé en fait. Si j'ai des levées de charge à faire aussi, mais bon, c'est pas le cas en ergonomie de bureau, mais dans un contexte plus large, il y aura ça. Je vois que vous prenez beaucoup de notes, ça va me faire plaisir de vous donner de vous rendre le PDF disponible, ça va me faire plaisir. Donc, les principes de base de la posture assise, c'est oui, on peut pas la garder pendant 8 heures consécutives, c'est problématique, mais on essaie de la garder pour des périodes qui sont entrecoupées de certaines périodes de levée et de marche, mais on doit au moins essayer de viser la posture neutre quand on est assis.
OK? Et donc, il faut être capable d'adopter la posture de référence, qu'on appelle, ou la posture neutre. Et pour faire ça, ça va nous demander une bonne chaise et des équipements. Donc, les grands principes sont d'abord d'avoir les les genoux et les cuisses parallèles au sol avec les genoux approximativement à 90. On veut dégager l'arrière des genoux. Hein? On a beaucoup de vaisseaux sanguins, de nerfs qui passent là. On veut dégager cet espace-là. Il faut que le dos soit appuyé. Parce qu'un dos appuyé, c'est un dos qui est relaxé. Il y a plusieurs couches musculature. On veut détendre la musculature. On vise un angle aux hanches à peu près entre 90 et 100 degrés. Donc, c'est un peu la règle des 90. Hein? 90 aux genoux, 90 aux hanches, 90 aux coudes pour se rappeler. Et c'est un autre élément très important. Il faut soutenir les bras. Donc, il faut que l'avant-bras soit soutenu, que ce soit sur la table ou sur les appuis-bras, parce que le poids des bras va s'ajouter et va augmenter la pression aussi au niveau du bas du dos. Il faut que les épaules soient détendues. Donc, un mauvais ajustement va être problématique. OK? Les coudes doivent être près du corps. Et ça, chez la population féminine, c'est difficile parce que les chaises sont souvent trop larges. Et on va vouloir s'appuyer sur les appuis-bras. Et c'est trop large, on va aller provoquer d'autres problématiques. Le poignet en position neutre, la tête bien alignée avec le tronc. Donc, pas une tête qui est sortie, qui va avoir la gravité, en fait, qui va nous amener à se pencher vers l'avant. Finalement, les pieds en appui. Si j'ai pas les pieds appuyés, je vais rapidement mettre mes pieds sur les pattes de chaise pour essayer de diminuer la pression et ça va aussi avoir tendance à jouer dans la bascule du bassin puis l'alignement. Donc ça, c'est vraiment la base de la posture. Donc, quand on choisit une chaise ou quand on se demande, est-ce que c'est bon une chaise comme ça? Est-ce que c'est bon une chaise? On se fait demander ça par des gens qu'on voit ou même nous-mêmes. Mais faut se questionner, est-ce que la selle qui est là permet de faire ça? Est-ce qu'elle permet d'avoir le dos appuyé? Non. Donc, est-ce que ça serait bon de travailler 8 heures consécutives là-dessus sans sentir une fatigue au niveau du bas du dos? Peut-être pas. Est-ce que l'alternance est bonne? Je pense que oui. Je pense que d'avoir des outils pour alterner les positions, ça peut être bien, au niveau des hanches notamment. On a des chaises qui permettent plein d'ajustements. On a des chaises qui vont permettre justement de bouger un petit peu plus au niveau du bassin, qui peuvent être intéressants. Et même en ergonomie, en télétravail, j'ai vu des gens utiliser leur chaise de la table de cuisine, rajouter une petite serviette ici, rajouter quelque chose en dessous des pieds, puis ça convenait, la posture était une posture de référence qui convenait. Donc, c'était quand même correct de penser qu'ils réussissaient en fait à atteindre l'objectif. Donc, en ergonomie de bureau, toujours penser à notre morphologie. Hein, est-ce que ma morphologie est bien soutenue par la chaise? Est-ce que les activités de travail que j'ai, je peux changer certaines de mes habitudes pour essayer de diminuer les facteurs de risque? Puis finalement, est-ce que je suis capable d'avoir la posture de la référence et de la maintenir? Parce qu'on commence comme ça, puis on finit comme ça. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on finit comme ça? Il y a des éléments peut-être d'équipement qui sont là. Donc, soutenir les omoplates, soutenir le bas du dos, soutenir les cuisses comme il faut, soutenir les pieds. On veut être soutenu pour diminuer l'engagement musculaire. Ça va? Donc, un petit encore, parce qu'on a beaucoup d'ordinateurs, mais on a quand même le goût de prendre des notes manuscrites. On a des travails qui nous demandent des fois d'écrire, et c'est très bon cérébralement d'écrire. Le coach en leadership ici nous dirait que c'est vraiment très important de garder cette kinesthésie-là. Donc, c'est pas le même référent. Le référent en ergonomie de bureau est vraiment d'aller appuyer, de regarder l'écran et de taper. Le référent au niveau manuscrit est que les coudes doivent être un petit peu plus bas que la surface pour écrire, parce qu'on regarde vers le bas pour protéger notre cou. C'est pour ça que pour certains postes de travail, comme les secrétaires ou les agentes administratives, ils aiment encore avoir un tiroir à clavier, parce que ça leur permet d'avoir un accès informatique d'un côté, de se tourner et d'avoir un accès manuscrit de l'autre côté ou papier. Okay? Donc, c'est cette utilité-là. Oui, il y a une ergonomie de tout mettre sur la table maintenant, mais pour certaines personnes, notamment qui ont un très, très grand tronc, ça va être problématique au niveau du cou. Donc, on a encore ce référent-là à garder en tête. Au niveau des ordinateurs portables, très pratique un ordinateur portable, mais si on l'utilise sur une très longue période, ça vaut vraiment le coup d'aller acheter des équipements, un écran externe, une souris, pour aller redresser la posture. Hein, l'utiliser pas longtemps à la maison pour les vacances, pour réserver ses hôtels, un petit peu dans une réunion, ça va, mais si on est toute la journée sur un ordinateur portable, ça va être difficile de bien redresser le tronc.
Maintenant, moi, mon pari, c'est vraiment d'essayer de dynamiser le travail. On a toutes sortes d'équipements, mais ce qui est très difficile quand on fait un travail cognitif, c'est de penser à bien l'utiliser, c'est de penser à ajuster, monter la table, baisser la table, changer de tâche, etc. Mais c'est vrai qu'on doit penser à dynamiser le travail un petit peu plus, ne serait-ce que de se lever pour aller voir un collègue plutôt que de le téléphoner, ne serait-ce que d'éviter de rester en visioconférence si on peut se déplacer vers la salle de conférence. Parce que oui, des fois, je vais dans des usines, je donne une formation, il y a des gens en télétravail, mais je me rends compte en regardant l'écran, Antoine, t'es dans le bureau au fond du corridor? Pourquoi tu viens pas avec nous dans la salle? Donc, on voit ça. Donc, il faut vraiment conscientiser les gens d'ajouter du mouvement de façon spontanée. Donc, est-ce que, entre autres, la micro-pause, on en parle beaucoup, il y en a qui mettent ça sur leur montre, il y en a qui ont des logiciels. Est-ce que c'est la solution numéro 1, la micro-pause? Est-ce que c'est ça qui va nous sauver de la sédentarité? Non? En fait, la micro-pause, c'est très, très simple parce qu'il y en a qui disent « Oui, mais mon employeur voudrait pas que je prenne plus de pauses. » C'est pas ça le but. C'est de prendre un court arrêt de 15 à 30 secondes pour changer de posture. Si j'étais assis, il faut absolument que je marche. Puis si j'étais debout, ben, je dois soit me rasseoir ou marcher, mais je dois changer de posture pour donner une pause à certains muscles. OK? Donc, on crée une routine, on inclut des étirements, on prend l'habitude de faire nos téléphones avec le casque en s'étirant. On peut essayer de trouver des façons de faire. Surtout si vous êtes longtemps assis. Il y en a qui ont la chance d'avoir un travail qui vont de façon très spontanée devoir se lever très souvent, etc. Il y en a d'autres que non. Donc, si on est en statique, très important de le faire avant l'apparition des douleurs. Si les douleurs sont déjà apparues, imaginez, ça vous a sorti de votre concentration tellement vous avez mal. Ça fait longtemps que votre corps a commencé à ressentir quelque chose. Donc, on veut que ça soit avant. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je pense que quand je forme des gens, ils repartent là gonflés à bloc. Là, on va faire des micro-pauses à chaque pause. On va s'entraîner ensemble. Oh, quand je vais aller chercher mon verre d'eau, je vais faire un étirement. Tout le monde veut, mais c'est difficile parce qu'on est absorbé dans notre travail. Vous le savez, c'est quelque chose qui va nous, on va partir, on va se rendre compte. Ça fait 2 heures que je suis assis. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer d'organiser, de réfléchir à son agenda. Pas seulement en termes de tâches, mais aussi en termes d'exigences physiques. OK? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait beaucoup de souris pour certaines tâches, c'est très difficile la souris pour la main, le poignet, l'épaule. Donc, si je décide de faire toute ma tâche de souris la même journée plutôt que de répartir cette tâche-là un peu à chaque jour, ben, je vais augmenter mon facteur de risque. OK? Donc, dans l'agenda, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire des courtes réunions en speed meeting, debout, sur des tables bistrot? Ensemble. Pourquoi est-ce qu'on choisit pas de faire certaines tâches debout? Hein, quand je fais des téléphones, je pourrais m'organiser un endroit pour prendre mes notes debout, par exemple. Quand je fais des Teams ou des visioconférences, je pourrais décider de le faire debout. OK? Est-ce que je pourrais faire mon téléphone en marchant? Est-ce que je pourrais intégrer dans ma réunion un point qui dit micro-pause? Tout le monde se lève. On fait un étirement. Donc, on va systématiser, en fait, ces éléments-là dans notre culture de travail. Profiter de la force du groupe pour faire des étirements. Bon, c'est évidemment, il faut quand même essayer, mais essayer d'avoir des cours de yoga l'après-midi. Éloigner des outils de travail. Moi, je suis la première qui dit j'ai un grand bureau avec mon adjoint, on partage, puis j'ai une seule poubelle de recyclage. Je sais que ça a l'air d'une patronne gratteuse, mais non. C'est une patronne qui doit se lever à chaque fois pour aller jeter ses affaires. Quand j'amène mon verre d'eau, j'amène un petit verre d'eau. Jamais la grosse bouteille avec la quantité que je souhaite boire dans ma journée, parce que comme ça, je suis certaine que je vais me lever souvent. Donc, je réfléchis à tout ce qui va faire que je vais me lever. Mes crayons, je les prends pas souvent, je les mets au bout. Non, mets-les au fond de la salle. Quand tu auras besoin d'un marqueur, tu te lèveras. Donc, je pense qu'il faut essayer de dynamiser sans qu'on ait à ajouter cette charge cognitive-là dans notre agenda, en fait, personnel. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? J'avais promis qu'on regarderait un peu. Il y a plein de trucs. Il y a des surfaces ajustables, parfait. Si vous avez les moyens d'avoir une surface ajustable, personnellement et professionnellement, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de faire un 5 à 10 minutes à l'heure. De se donner cet objectif-là. Parce qu'au bout de 10-15 minutes, on commence déjà
à être dans une mauvaise posture. Donc, est-ce qu'on peut le faire tranquillement à la pause, je lève, à la pause, je le remets? Il y a aussi des surfaces qu'on peut ajouter par-dessus nos propres surfaces qui peuvent être un bon quelque chose qui va nous permettre d'investir un petit peu moins, mais qui va quand même être important. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit facile à ajuster, puis il faut qu'on l'associe à des tâches. Il faut qu'on se donne vraiment, par exemple, si vous prenez vos courriels 3 fois par jour, vous pouvez vous dire, moi, chaque fois que j'arrête pour prendre mes courriels 3 fois par jour, je lève ma table, je les prends debout pendant 15-20 minutes, après je me rassois. Donc, ça crée une habitude auquel on n'a plus besoin de penser après. Vous savez combien de temps ça prend pour changer une habitude? Ça prend comme combien? 80 jours? 21 jours, je m'étais fait dire, mais il me semble que c'est 63. Ouais, ça prend, si on le fait tous les jours. Ça prend du temps, changer une habitude. Et on le perd en une fois, non? Et on le perd en une fois, ouais. Après, il faut être créatif. Est-ce que je peux aller sur l'îlot de la cuisine, sur une table bistrot? Est-ce que j'ai une étagère dans mon bureau à la maison qui me permettrait juste de poser mon portable momentanément, puis de faire un peu de travail debout? Fait être créatif. Il y en a qui peuvent, à la maison, planche à repasser. Ils vont mettre l'ordinateur dessus. C'est vraiment de trouver des solutions pour essayer de dynamiser sans nécessairement passer par des équipements qui sont très, très, très coûteux ou qu'on va pas nécessairement rentabiliser. Des astuces pour le téléphone, redresser, utiliser plus les outils les oreillettes, d'essayer de vraiment de redresser la tête le plus possible, de s'appuyer quand on veut utiliser le téléphone pendant un certain temps. Ne pas oublier d'avoir des solutions pour vos ordinateurs portables, c'est un must. Si vous avez un portable et que vous travaillez longtemps, ça vaut la peine d'essayer de penser à des choses qui vont redresser votre posture. Vous êtes en télétravail, vous avez un petit peu de lecture, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une chaise antigravité qui va vous permettre d'enlever la pression dans le bas du dos, mettez un coussin sur les genoux, poser le portable, faites la lecture de votre document. Pourquoi pas essayer de penser à des activités créatives comme cette dame ici, cette étudiante qui s'est vraiment bien équipée. Donc, on veut essayer de trouver des solutions qui vont être créatives, qui vont dynamiser notre travail, qui vont permettre de changer les positions et qui vont nous permettre d'être stables. Parce qu'on a aussi des petites stations mobiles comme ça qui sont très, très populaires. L'ordinateur devant le tapis roulant, l'ordinateur sur le vélo. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que oui, c'est intéressant, mais c'est intéressant si on n'a pas besoin d'utiliser nos mains. Parce que si on utilise nos mains, vous savez, quand on utilise nos doigts ou qu'on fait de la dextérité, il faut avoir un bon contrôle proximal pour être capable de faire ces mouvements-là. Si en même temps, je suis en train de marcher sur un tapis roulant ou de faire je dois fixer encore plus le haut de mon corps, donc contracter encore plus les muscles du haut de mon dos pour essayer de stabiliser ma tâche. Donc, oui, ça peut être intéressant, mais quand je suis en réunion, quand je suis en discussion, quand je suis en train de lire des choses ou quand je fais une recherche qui me demande pas beaucoup de mouvements au niveau des bras. Donc, c'est de choisir un peu comment est-ce que j'intègre ces aides à la mobilité-là sans créer d'autres facteurs de risque au niveau cou et épaules qui sont quand même grandement visés, autres que le bas du dos pour tout ce qui est ergonomie de bureau. Donc, en conclusion, la lombalgie, c'est important de la rétablir comme il faut, de la renforcer, mais également de maintenir tout ce qui est postural, multifide, et tout ce qui est musculature et endurance musculaire. Être assis ou debout, vaut mieux corriger la posture. Est-ce que j'ai une bonne posture assis, une bonne posture debout, et ensuite, est-ce que j'ai des bons appuis? Puis on fait comme Michael a suggéré, on alterne le plus possible. Okay? Assis, debout, un peu étendu, assis, debout. Donc, on veut créer ça. Dynamiser le travail, il faut que ça soit une solution qui est intégrée à votre activité. Sinon, vous n'allez pas le faire. Vous allez le faire 1 semaine, 2 semaines, mais si vous réfléchissez comme il faut, puis que vous essayez à intégrer ça, vous allez avoir un succès peut-être plus grand pour dynamiser votre travail, puis combattre les facteurs de risque de position statique, de position contraignante, puis également de surcharge mentale parce qu'on prend pas de petites pauses. Donc, miser sur l'adoption des bonnes habitudes, pas uniquement sur l'équipement, mais de penser à ce que vous pouvez travailler en termes d'habitudes dans votre occupation du travail. Je vous remercie. Je suis toute disponible pour vos questions. 35 minutes.
On m'avait dit, oui, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des échanges. Après, on aura l'autre côté plus relax, mais... Oui? Moi, alors, je travaille surtout avec des enfants. Oui. Mais j'ai travaillé longtemps Avec des adultes. aussi. Et souvent, on me pose la question pour le choix de la chaise de bureau. Donc, vous avez balayé un petit Oui. peu, mais est-ce que vous en auriez une quand même ou des préconisations, voilà, des conseils Ouais. qu'on peut donner voilà, pour les réglages, les 90 degrés partout, les appuis des bras, et quelque chose voilà, qui condense un petit peu toute... Oui. J'ai 3 éléments à vous dire. Vous, est-ce que vous êtes ergothérapeute? Oui. D'abord, le rôle que nous avons comme ergothérapeute, ça, c'est très difficile parce on se fait demander un modèle de chaise avec une marque, mais vous savez comme moi que c'est un commerce qui évolue, et une bonne majorité des chaises qui sont faites ergonomiques professionnelles, qui ont des ajustements, sont très très bonnes pour un très grand percentile des gens. Donc premier conseil, votre rôle est vraiment de faire des recommandations sur les dimensions, les ajustements et sur les caractéristiques de la chaise. Donc c'est important parce que quand on choisit une chaise, on pointe vers un modèle, comme professionnel, on donne quand même un avis qui va être pris pour... Donc, si on n'a pas fait un étendu de recherche sur plusieurs modèles avant d'en choisir un, on n'a pas nécessairement fait une démonstration dans notre choix de ce modèle-là. Donc, c'est les caractéristiques. L'autre élément, c'est qu'un choix de chaise ergonomique, il y a un côté très subjectif. Hein? La chaise va avoir les ajustements requis pour permettre à la personne devant vous d'adopter la posture de référence ou la posture neutre, celle où est-ce qu'il y a le moins de tiraillement musculaire et des tissus passifs. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. Mais la personne, ça se peut qu'elle ait une morphologie ou un goût différent par rapport au type d'assise. Moi, par exemple, j'aime pas du tout les chaises qui sont enroulantes au niveau des épaules. J'aime un dossier qui est très droit. J'aime aussi un coussin qui va être un peu plus mou. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, il est vraiment important que votre client fasse des essais par rapport à son propre confort personnel. OK? Donc, attention de pas d'avoir les caractéristiques. Sur ceux qui les commandent le subjectif, par, oui. Internet parce qu'elles sont moins chères. Oui, voilà. C'est pas la même qualité parce que ceux qui font vraiment une profession de fabricant de chaises, sont vraiment très bons pour avoir une ergonomie de la chaise qui va être bonne pour plusieurs personnes. Et une des problématiques, c'est souvent chez les femmes ou les personnes de petite taille qui ont des petites épaules. Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Mais vous comprenez que la chaise, si dans votre poste de travail, vous avez un poste qui est en rond, on ne peut pas avoir d'appui-bras. Donc, d'emblée, ça veut dire qu'on choisit de poser nos avant-bras sur la surface. Donc, il faut quand même y réfléchir en fonction du type d'activité de travail que la personne va faire et du type de surface qu'elle va avoir ou qu'elle a déjà. OK? Donc, l'analyse de l'activité, est-ce que je fais du manuscrit en même temps? Est-ce que c'est une alternance de tâches ordi-manuscrit? Est-ce que je fais beaucoup de souris parce que j'ai des logiciels à dessin? Est-ce que je fais de la comptabilité en même temps? Est-ce que j'ai besoin du pavé numérique? Donc, c'est vraiment important d'évaluer l'activité de travail pour que la chaise. Mais la majorité des chaises de qualité professionnelle ont des ajustements qui vont faire à une majorité. C'est si vous avez des gabarits très aux extrêmes et aussi des petites épaules qu'il faut vraiment porter une attention sur ces éléments-là. Est-ce que je réponds bien à votre question? Oui, tout à fait. Ça montre que ça reste... Enfin, voilà, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une chaise qui est... Moi, j'ai mes coups de cœur, comme n'importe quelle personne. J'ai mes coups de cœur et ils sont c'est très, très différent ce que nous, on utilise de ce qui est ici. L'année dernière, j'ai formé il y a 2 ans et j'ai pu voir la salle de montre là, dans le fond d'un pôle emploi, on disait tout à l'heure, là, qui est d'un endroit qui était subventionné par Pôle emploi, c'est ça. Et j'ai vu que les chaises que vous aviez, il y avait toutes sortes de chaises avec des assises un peu vibrantes, parce qu'il y avait plein de trucs, mais c'est complètement différent. Fait que je les connais pas, vos produits d'ici, mais ça reste la même chose. Est-ce que la chaise est adéquate pour le type d'activité de la personne, pour le format du poste, et est-ce qu'elle peut s'ajuster adéquatement pour le gabarit? Et quels sont vos coups de cœur? Ben, c'est des coups de cœur québécois. Là, c'est sûr que j'ai certains distributeurs. Moi, je suis dans une ville où déjà
toute la gamme des chaises Artopex. Ils ont vraiment plusieurs chaises qui sont très intéressantes et qui font à beaucoup de gens. J'aime beaucoup aussi les sœurs Boutillier qui sont la marque de chaises. C'est les chaises Bouti. Donc j'aime bien ces chaises-là. Ils ont différents types dans les boutiques qui sont la Quatra, ils ont la Neos, je pense, qui sont des chaises qui sont très très versatiles et qui ont des appuis-bras qui sont en polymère mou avec une translation vers l'intérieur. Donc, non seulement on peut les ajouter en dessous de l'assise, mais on peut aussi, en plus, rajouter ici une translation. Donc, pour moi, ces chaises-là ont été beaucoup choisies par mes clients et j'ai pu constater que c'était des succès, mais il y a tellement de types de chaises. Mais c'est toujours la question, est-ce que je suis assis 75% du temps? Puis est-ce que la chaise permet d'adopter la posture neutre? Hein, une chaise qui n'a pas de dossier, ne permettra jamais d'avoir le dos en appui. Si je suis très, très fort musculairement, ça peut m'aller. Mais à partir du moment où peut-être je me déconditionne et tout ça, peut-être que je vais trouver que c'est difficile. D'autres questions ou plutôt autour de l'apéro, c'est ça? Vous gardez le... Merci, c'est l'heure, c'est l'heure. Je vais juste mettre le mot de la fin pour le direct. Oui. Du coup, faut que je remette un micro. Ou tu veux le mien? Non, je vous montre. Voilà. Donc, du coup, on va vous dire au revoir pour ceux qui sont connectés. Et du coup, ceux qui sont en présentiel, eux, ont le droit à un petit jeu concours. Eh ouais, fallait venir les gars. Allez, bonne soirée. Ah bah, bon.